À ce moment-là du montage, je me pose une question. Même si c'était une évidence quand je suis parti, là, derrière mon écran, je me suis dit, pourquoi on a fait ça? Est-ce que c'est parce que c'est cool? Est-ce que c'est pour sortir de ma zone de confort? Pourquoi on l'a fait en moto? Pourquoi le Maroc? Pourquoi avoir dépensé toutes mes économies dans cette activité? Pourquoi j'ai passé mes journées à préparer ce trip et mes nuits à le rêver? Pourquoi en faire des vidéos? Et la réponse, elle est là. Elle est sous mes yeux et elle est sous les vôtres. Je l'ai fait pour m'assurer que le voyage à moto était bien l'axe de vie que je voulais emprunter. Et je l'ai filmé pour que jamais je n'oublie ce qui me fait vibrer. Et si vous ressentez ça aussi à travers mes vidéos, alors tout est gagné. Merci. Merci pour tout. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 4 de l'Odyssée berbère. Aujourd'hui, je vous emmène de l'océan Atlantique jusqu'aux montagnes enneigées du Haut-Atlas. Mais déjà, pour atteindre l'océan, faut s'enquiller dans un canyon, l'Oued Aoreora. Après avoir fait le point sur notre itinéraire avec Joël, le propriétaire de l'hôtel Fort Bougerif, on s'élance sur la piste, direction l'océan. A savoir que rouler sur plage blanche depuis Aoreora, ça demande un peu de préparation. Il y a quand même des marées avec des forts coefficients, et si on reste coincé, elle peut embarquer la moto. Donc évidemment, faut y aller à marée basse. Sauf que la marée basse, le jour où on y était, elle était à 7h du mat. Donc pas le choix. Faut faire Aoreora et camper sur la plage. On n'entend toujours pas ce que tu dis, Léo. Probablement que là-bas il y a l'océan, blablabla, blablabla. Faites-moi péter les vues que je puisse m'acheter un micro. Bon, l'océan s'est atteint. Il est là. Là c'est lunaire, on roule sur une langue de bitume, à perte de vue, au milieu de rien. On comprendra plus tard qu'un émir qatari est venu s'installer ici et il a goudronné en partie cette route pour rendre l'accès au chantier plus facile. Bon, nous ça nous permet de relâcher un petit peu les poignets parce que dès que la bande de goudron se terminera, là ça sera bien cassant et ce pendant un bon moment. Messieurs, dames, bienvenue aux portes de l'Oued Aoreora. Et je pense que c'est une des pistes les plus fun qu'on ait pu prendre de tout le trip. Il y a du sable, mais pas trop. Il y a des gués à traverser et ça c'est quand même super marrant. C'est une piste joueuse, très agréable, et en plus le panorama est incroyable. T'es encaissé entre la montagne et les dunes, et le tout en direction de l'océan. Enfin, je vous l'avais dit, une piste vraiment super fun. Nat, c'est un vrai champion, et niveau gamelle, on a chacun notre style. Moi, j'arrête pas de me la coller à l'arrêt, embarqué par le poids de la moto. Un peu comme une merde, quoi. Lui, par contre, toutes ses chutes, il y a du panache. À chaque fois, c'est pleine balle, et c'est high side, coincé sous la moto, enfin bon, tout ça, quoi. Non, on va pas y arriver, faut la tourner là, les gars. Here's no submarine.
s'est mal compris là. C'est bon? C'est moi qui t'ai fait tomber? Non, non. On s'est pas compris, je te voyais hésiter. Ouais. On est partis en même temps. Et franchement, si vous êtes en train de planifier votre road trip au Maroc, mettez l'Oued Aoreora quelque part dans votre liste parce qu'il vaut vraiment le détour. Il s'est passé quoi du coup? Et bah moi j'arrive, il y a Hervé qui a arrêté, je pète comme un calu, je fais des S. Et là je me dis bon bah nickel, puis je vois ton père, il a une tête un peu bizarre, il y a un truc qui allait pas. Et là, BAM! Et là je vois le Mosco qui s'envole et toi à côté, je fais ça soufflait hein, Ça mouscote là. ça va tenir hein. Ouais, ok, désolé. Mais vous verrez que ce petit fil de donut se vengera et marponnera avec sa KTM quelques jours plus tard. Non, moi j'en ai. On y est! Ouais, c'est pas grave. Et là, c'est les vacances. C'est le premier moment où on se pose vraiment. Après un repos bien mérité, Nat enfourchera la KTM pour aller faire quelques photos. Et bien sûr, ça s'est terminé comme d'hab. La journée fut bonne et on passe à table. On les a bien défoncé les cacahuètes quand même. On avait la dalle, hein. Miam miam. Oh, ça va être bon. La bonne eau chaude. Là, on malaxe. Après ce bon repas, on aperçoit au loin sur la plage, éclairé par la lune, un homme. Et cet homme, il s'appelle Boischro. C'est un pêcheur et il vit en haut de la falaise qui surplombe Plage Blanche. Sauf que problème, j'ai plus de batterie dans ma caméra pour immortaliser tout ça. Donc, je cours au campement pour aller en chercher d'autres. Arrivé au campement, 2 chiens apparaissent de la nuit, puis 2 militaires. Avec un grand sourire, ils nous serrent la main, mitraillette à l'épaule quand même, et nous demandent nos papiers. Vérification faite, on se dirige, les 2 militaires et moi-même, en direction de la plage où il y a Boischro. En chemin, il m'explique que la pêche est ici interdite, mais qu'il tolère quand même la présence de Boischro. Peut-être contre quelques bons poissons grillés au barbecue. Il y avait une jolie bienveillance entre ces 3 hommes du bout du monde. Malgré ce climat, ces jeunes militaires ont pas un job très cool. Là où on se trouve, tous les mois, c'est des dizaines de migrants, pour la plupart sénégalais, qui essayent de prendre la mer avec des Zodiacs direction les Canaries pour les papiers européens. Et donc leur job, c'est de leur en empêcher. Revenons à notre pêcheur. Après avoir sympathisé un peu plus, il nous montre sa technique ancestrale de pêche. Et cette technique fonctionne avec la marée. Du plateau surplombant la plage, il descend des gros cailloux, auxquels il va attacher des cordes. À ces cordes, il vient crocheter ses longs filets. Une fois la marée montante, il creuse des trous dans le sable avec cet outil. D'environ 1,20 m de profondeur. Puis, il plonge les cailloux attachés au filet dans ces trous et les rebouche. Je vais accrocher le filet. En face. Crochet. Ici. Ok. Deuxième face. Deuxième. Crochet aussi. Ensuite, la marée monte et il n'y a plus qu'à attendre. Le lendemain, on récupère les filets et on voit si la pêche a été bonne. C'est
Faut qu'on soit C'est bon. quasiment là-bas. Un grand merci messieurs pour ce beau moment. Bon, ce qui suit est super fun. On arrive à se monter la tête comme quoi il pleuvra pas cette nuit alors qu'on a tous vu qu'il pleuvait. Donc, on monte pas la tente, on se dit à la belle étoile, au bord de la mer, c'est super. Pleine nuit, énorme averse, trempé jusqu'aux caleçons, tout ça, tout ça. Bref, bonne nuit. Et ça y est, c'est le grand jour, mon tout premier run sur la plage. On avait encore cette petite inquiétude de traverser le banc de sable mou pour atteindre les sables durs au bord de l'océan. Sauf que grâce à la radée qui a rempli nos sacs de couchage cette nuit, et ben le sable il est plus du tout mou, donc bah zéro souci pour aller jusqu'au bord de l'océan. À partir de là, c'est des émotions folles que j'ai vécues. Les dunes d'un côté, l'océan de l'autre, une plage magnifique. Bah, je saurais pas comment vous décrire ça, mais je vous laisse avec les images. Et ben voilà, ce moment de pur bonheur touche à sa fin. Et j'espère que les quelques images que j'ai pu prendre suffisent à vous donner envie d'aller découvrir Plage Blanche. Bon, et puis là on est parti pour un petit détour de 40 minutes parce que mon père il a oublié sa frontale au fort Bougerif. Et à savoir que moi je suis sur la réserve depuis hier soir. Donc niveau essence ça commence à être un petit peu tendu. Définitivement très bien accueilli au fort Bougerif, mon père récupérera sa frontale, on se prendra un gros petit déj, et puis moi, je prendrai un petit peu d'essence. Et une fois les motos et les bonhommes bien remplis, et on repart direction Guelmine. Et avant Guelmine, on bifurquera dans les montagnes, direction Tafraout. Là, les portions de route qu'on va prendre font partie des plus spectaculaires de notre trip. Tantôt on surplombe des vallées très encaissées, abritant quelques palmeraies et quelques petits villages, et tantôt on descend au fond de ces vallées. Et parfois on évolue sur des portions de route complètement emportées par les crues. En tout cas, on n'a croisé quasiment personne. Là, pour la deuxième fois de la journée, on change de décor. Les degrés tombent comme moi dans les dunes et la route nous emmène en altitude. Et c'est en prenant de la hauteur qu'on s'est rendu compte à quel point les villages étaient encaissés et accrochés à la montagne. Et là on attaque des portions tout droit sorties d'un feuilleton de TV de RMC style Les Routes de l'Impossible. La nature semble moins fertile, les paysages sont plus secs et rudes.
les hommes et les villages pareil. On avancera sur ces plateaux balayés par le vent. Encore une chouette découverte de paysage, mais le plateau c'est terminé, on replonge dans une autre vallée. Et là c'est l'Utah, des grosses formations rocheuses à bord rond, un climat plus désertique et une route au bas-côté peint en liseré blanc et rouge, et bam, fini les routes de l'impossible, voilà Cars. Et pendant que je filmais ces quelques plans, un gars à moto s'est arrêté à notre hauteur. Il brise la glace direct en me disant « Ah, Sony, c'est quand même vachement mieux que Lumix. » Bon, bah voilà, ça c'est mon quotidien. Ouais, il s'avère qu'il a vraiment pas dit ça dans le vent, vu que Brahim, c'est un vidéaste professionnel basé à Tafraout. Il fait des plans au drone magnifiques et je vous invite à aller suivre sa page. Bon, on a trouvé un endroit où dormir, style Grand Budapest Hotel un peu. Mais au moins, on peut tout faire sécher de nos débords de la veille et dormir au chaud. Un duvet. 2 duvets. Le jet boil. Le matelas dans le bidet. Et maintenant qu'on est bien installé, il est temps de donner à nos motos leur deuxième douche du trip. Et sur ce, bonne nuit. On démarre la journée en donnant à manger à nos montures. Le but, c'est de remonter direction le Haut et le Moyen Atlas qu'on n'a pas pu faire à l'aller. C'est une journée 100% route qui attaque avec des virages magnifiques. Ça faisait longtemps que nos pneus n'avaient pas pris autant d'angles et ça leur fait du bien, et à nous aussi. Désolé hein, mais j'aime pas les KTM. Un peu comme hier, on était seul au monde sur des routes défoncées par les clous. Ce soir-là, on dort à Tallinn, après une expérience un peu louche. Bon, dites-vous qu'on a juste dû réveiller le propriétaire pour le payer le lendemain. Bref. Le but du jour, atteindre Ouarzazate par un col de montagne. Mais ça va pas se passer comme prévu. On a tous les quatre une drôle de sensation entre les épaules. Alors est-ce que c'était notre mésaventure d'hier soir, ou est-ce que c'est les villages un peu louches qu'on traverse ? D'ailleurs, peut-être qu'ils sont pas louches ces villages, peut-être que c'est juste nous qui les trouvons louches. Bon, on sait pas, en tout cas, c'est étrange. On sort de la civilisation et on attaque la montée de ce fameux col à 2005. Bon, on tombe très vite dans la neige et la boue profonde.
friches creusées par un 4x4 nous permettent de progresser. Le proprio d'hier soir nous a dit « Bien sûr, ça passe les yeux fermés en cette saison ». Bon, non. C'est la merde, hein. Bon, bah tant pis, on va redescendre. Il y a trop de neige et le mec a dit que c'était fermé. Et là il nous a invités à boire le thé, donc on va aller voir. Effectivement, on va devoir redescendre parce que le col est fermé. Mais d'abord, laissez-moi vous parler un peu plus d'Abdallah, la personne qu'on a rencontrée là-haut. Abdallah, il a 40 ans et il passe une quinzaine de jours dans cette cabane perdue au milieu de la montagne. Et ce qu'il nous a appris, c'est que quelques kilomètres en contrebas, il y a une mine d'argent, détenue encore par les Émirats Arabes Unis. Et son job, lui, c'est de surveiller les stocks d'eau destinés à laver la roche lors de l'extraction du minerai, et il vérifie que les panneaux solaires sont pas enneigés. Abdallah, il a les yeux qui pétillent et un sourire communicatif. Il nous parle un peu de ses enfants, de la vie, et on se comprend comme on peut, et puis il est temps de repartir. Bon, tout ça c'est bien beau, mais ne pas pouvoir prendre ce col a des conséquences. Et comme le principe même d'un col, c'est passer sur une montagne au lieu de la contourner, bon bah nous on va devoir la contourner. Bon, pour l'instant c'est très joli, mais après ce sera des grandes lignes droites battues par les vents. Et après une grande hésitation entre bivouac ou gîte, mon père nous a dit « Non, j'ai trouvé un gîte, il a l'air génial, il faut qu'on y aille ». Bon, on l'a écouté, et on a eu raison. Ce soir, on pose nos bagages chez Brahim. Le gîte est magnifique, impeccablement propre et chaleureux. Sa femme est souriante et Brahim l'aide à faire le tagine, ce qui est plutôt rare dans ces régions plutôt reculées. On se sent bien dans cette maison. À la fin du repas, notre hôte vient s'asseoir avec nous et on bavarde. Son parcours est assez atypique. Il commence comme muletier dans la région de Ouarzazate, puis part à l'armée et fait la Légion étrangère en France, 1 mois à Paris et 1 mois à Nice. En rentrant au Maroc, il fait maçon, puis il réalisera son rêve, la construction de son gîte, qu'il ouvre en 2020. Sacré parcours quand même. Oui, mais sa femme on n'en parle pas assez. Alors elle parle pas français et elle parle pas arabe non plus, uniquement le tamazir. Eh bien sa femme, depuis son plus jeune âge, elle n'est pas allée à l'école, elle a appris à tisser la laine. Entre la récolte du safran, son enfant, le tissage, la cuisine pour ses hôtes, ses journées sont bien remplies. Mais on va avoir la chance de la voir travailler et elle nous expliquera en tamazir ce qu'elle fait. Bon, moi je parle pas le tamazir, mais j'ai pu faire appel à Younes, un motard marocain qu'on a rencontré sur le bateau, qui lui a pu demander à son papa de traduire toutes les explications que donnaient Brahim et Fadma, sa femme, pendant qu'ils confectionnaient le tapis. Alors donc ce monsieur, il parle du tapis de Taznart. Taznart, c'est la région de Ouarzazate. Il est fabriqué à partir d'un type de laine qui provient du mont Sirois, aux côtés de Taznart. Donc c'est le point le plus culminant du petit Atlas. Et ce monsieur, il nous explique le processus de fabrication de ce type de tapis marocain selon les normes artisanales traditionnelles. À savoir que la laine du mouton sirois, indispensable à la fabrication traditionnelle du tapis de Taznart, est aujourd'hui menacée par l'import d'autres laines et par la sécheresse. Je vous mets les sites d'associations en description. Mais revenons dans la maison familiale de Brahim, où est installé le métier à tisser. On commence d'abord par la laver, on la sèche et puis on passe à ce qu'on appelle le cardage.
Après le cardage, on fait ce qu'on appelle le tissage. Pour tisser ce tissu de tapis, on a besoin de 2 types de fils de laine. Il y a des fils qui sont fins, on les place dans le métier à tisser verticalement et bien tendu. Et puis, il y a le fil qui les croise. Et il commence à tisser, à les entasser. Et on utilise une teinte naturelle, pas de produits chimiques, donc c'est on veut dire entre guillemets bio. Bon voilà, j'avais envie de vous partager ça. Alors un grand merci à eux et particulièrement à Fadma qui malgré la timidité a joué le jeu. Là, tu viens d'acheter un tapis là. On va le ramener sur la photo là. Voilà, vous êtes arrivés à la fin de l'épisode 4 de l'Odyssée berbère, c'est donc l'avant-dernier épisode. Merci beaucoup d'être arrivés jusque là, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et vous commencez à avoir l'habitude, voilà un petit teaser du dernier épisode maintenant.